Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 7 Info. Kati, Kidal, Sévaré, Gao ou encore Bamako, la capitale malienne et plusieurs autres grandes villes garnisons du pays ont été simultanément attaquées hier par une horde de groupes armés terroristes. Un assaut complexe et coordonné, a dit le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement. Le général de brigade Issa Ousmane Koulibaly affirme que l'attaque a été un échec avec un bilan faisant état de 16 blessés civils et militaires et plusieurs terroristes neutralisés. Que savons-nous en ce moment des derniers événements au Mali? Comment interpréter cette attaque sans précédent aussi bien dans son organisation que dans son ampleur? Une attaque au Mali qui sonne peut-être comme un avertissement pour les autres pays de l'AES. Le Burkina Faso, lui, multiplie les décisions pour se prémunir face à d'éventuels événements de cette nature. Le gouvernement annonce d'ores et déjà le recrutement de 100 000 réservistes d'ici la fin de l'année pour la défense nationale. Décision prise au terme du Conseil des ministres de ce jeudi. Comment tout cela sera organisé? On entendra tout à l'heure le ministre de la Défense et de la Guerre, mais aussi les analystes de nos invités. Ils réagiront aussi sur la politique carcérale et judiciaire enclenchée par le gouvernement. En route pour Bobo Dioulasso, le chef de l'État a fait escale au centre pénitentiaire agricole de Baporo, où plusieurs hectares de plantations ont été cultivés par des prisonniers. Sur place, le capitaine Ibrahim Traoré a vanté les vertus d'une politique carcérale plus humaniste. Dans cette info également, on reviendra sur la visite du président en exercice de l'Union africaine, le président burundais, le général Évariste Ndayishimiye, a passé 48 heures au Burkina Faso. Peut-être le commencement du réchauffement des relations entre l'UA et l'AES. Et puis, SNC 2026, 22e SNC, c'est à Bamako, à Bobo Dioulasso. Ça a débuté depuis ce 25 avril avec la présence du chef de l'État et en marge de cette SNC. Eh bien, le Premier ministre a présenté officiellement le manifeste de la révolution burkinabé. On parlera de tout cela avec nos invités sur ce plateau. Roselyn Ouedraogo, juriste fiscaliste, analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu à l'INANA. Vous êtes aussi juriste, analyste politique, sécuritaire, bonsoir. Bonsoir, M. Dapa. Bonsoir à toutes nos forces de défense et de sécurité. Merci, Saradogo Martin devrait nous rejoindre dans un instant. Nous sommes avec Boukari Nebié. Vous êtes aussi juriste aussi. Et un peu. Non. Oui, un peu quand même. Et littéraire. Littéraire, bon, voilà. Et surtout analyse politique, bonsoir. Analyse du discours. Voilà, analyse du discours et politique, sécurité aussi. Merci. Bon, voilà, vous êtes éclectique. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous allons commencer tout de suite par cette attaque au Mali, une attaque d'une ampleur sans précédent. Près de civils simultanément attaqués par des groupes armés terroristes. Le porte-parole du gouvernement malien, le général Sanou, Issa a fait un communiqué à la télévision malienne où il a fait le bilan, 16 civils et militaires blessés. L'attaque a été mise en échec, a-t-il dit. Je voudrais demander tout de suite vos premières impressions. Dès que vous avez appris ces nouvelles, les événements se sont déroulés tôt dans la matinée d'hier. Alors, ça a été vraiment un moment de choc. Quand vous vous réveillez très tôt le matin, que vous avez des informations comme cela dans un pays de l'AES, et d'ailleurs un pays qui a donné le ton, le là, ça fait peur, ça fait froid. Et lorsqu'on regarde comment les choses se sont perpétrées de façon simultanée, alors ça fait vraiment peur, mais au finish, quand on voit la résilience, on voit la réaction rapide, on voit la population qui s'y mêle entre balles qui sifflent et les populations également qui sont aux côtés des forces de défense et sécurité, ça donne de l'espoir et on ne peut que encourager la population, les forces de défense et aussi les autres pays de l'AES, en tout cas à pouvoir soutenir afin que la digue Mali ne puisse pas capituler. Quoi dire, sauf de peut-être souhaiter courage au peuple malien, parce que c'est avec étonnement que nous avons suivi effectivement ces attaques complexes qui, de façon stratégique, avaient pour but de toucher des villes ou des lieux symboliques. Kati,
c'est la résidence du président, c'est le cœur du pouvoir malien en réalité. C'est une ville garnison. Garnison le plus sécurisée au Mali. L'aéroport de Bamako, Mopti, Ségou, pas Ségou, Gao, Kidal, c'est des villes symboliques effectivement depuis le déclenchement du terrorisme au Mali. Nous attendions plus ou moins à ces genres d'agissement parce qu'on le disait tantôt à la sortie du rapport de Human Rights, on était en train de dire qu'en réalité plus ou moins ce qui allait être fait serait pire que les rapports. Nous y sommes et c'est à nous maintenant de tirer les leçons comme vous venez de dire pour prendre les dispositions idoines, que ce soit au Mali ou au Niger, nous allons vivre des événements pareils. Pour vous, c'est la suite logique C'est une suite logique parce que quand vous voyez que l'imam Diko, à partir de l'Algérie, en connivence avec des exilés politiques dans le reste du monde, ont décidé de ce qu'on appelle les forces de résistance, l'ADS. Non, pas l'ADS, la coalition des forces pour la libération de la République du Mali, dont l'objectif est de restaurer la démocratie, la liberté et autres. Je crois que quand vous voyez aussi les rapports de Human Rights, quand vous voyez la récente sortie de Marico lors d'une visite des otages dans une région ou dans un lieu où personne n'avait accès, quand vous voyez la médiatisation qui a suivi tout ça et que vous avez vécu ces attaques-là, je crois qu'il n'y a pas assez d'étonnement. C'est vrai que dimanche dernier, sur ce même plateau de cette info, on avait posé la question quelle va être la suite des événements avec tout ce qui s'est passé, le rapport de Human Rights Watch, la création de l'ADS, l'Alliance démocratique du Sahel, parti d'opposition à l'AES et plein d'autres événements. Je vous avais posé la question, quelle sera la suite pour vous? Nous sommes là, plein dedans. Et nous allons même y continuer. C'est à nous de prendre les dispositions nécessaires pour affronter ces réalités. Boukari Ndiaye, tout à l'heure, au début de cette émission, j'avais posé la question, quels sont les derniers événements, les dernières informations qu'on a sur les événements du Mali? Je voudrais préciser qu'on s'en tient, il y a de nombreuses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous, ce soir, dans cette émission, on s'en tient aux informations officielles du gouvernement malien. C'est notre source d'information officielle et c'est à cela qu'on s'en tient dans cette émission. Je voudrais que ce soit clair pour nos téléspectateurs. Boukari Ndiaye. Oui, merci. Je pense que vous avez aussi demandé comment nous avons ressenti cela. J'étais sidéré, entièrement sidéré, hier d'apprendre aux premières heures de la journée ce qui s'est passé du côté du pays frère, le Mali. J'ai dit j'étais sidéré et je suis toujours sidéré parce que il a dit tout à l'heure ce que nous avons aujourd'hui dans l'AES comme dynamique. Le Mali constitue quand même l'État qui a donné le ton, qui a donné le là. Il a employé un terme auquel également je souscris entièrement. Il a parlé de la digue Mali qui ne doit pas céder. Et je crois que tout doit être mis en œuvre pour que le Mali ne cède pas. Si le Mali n'avait pas été là, on ne dit pas que l'AES n'existerait pas, mais peut-être que ça aurait encore pris du temps. C'est le Mali qui a donné le ton, je le disais, et le Burkina Faso a suivi, le Niger a suivi, et aujourd'hui, voir un État frère être attaqué de façon assez simultanée et vu également l'ampleur de l'attaque, on ne peut qu'être véritablement sidéré et se poser beaucoup de questions, mais surtout aussi encourager le peuple malien et saluer la riposte qui a suivi et cette résilience du peuple malien, cette résistance des militaires maliens, de la population malienne, qui a fait que ce qui avait voulu être perpétré soit aujourd'hui un échec déjà, comme vous l'avez dit, si on s'en tient au communiqué du gouvernement malien. Et on espère que tout sera mis en œuvre pour que les leçons soient tirées afin que ni le Mali, ni un autre pays de l'AES ne connaissent de telles barbaries de la part des terroristes, que ce soit aujourd'hui ou demain. Alors, on avait posé la même question aussi dimanche dernier sur est-ce que ce n'était pas le début de l'hiver noir quand on a évoqué le sujet sur
cette simultanéité des événements tels que Human Rights Watch, ADS et plusieurs autres événements, eh bien, on va au Mali et cette fois-ci, on est au 23 décembre 2025. Écoutez ce que le chef de l'État, le président du Faso, avait dit ce jour-là. Vous avez certainement tous déjà entendu parler du printemps arabe. Ce phénomène qui a bouleversé la géopolitique du monde arabe, en commençant par le Maghreb, en Afrique et jusqu'en Asie, qui s'est manifesté avec des conséquences souvent désastreuses, des morts et des divisions par endroits, et des bouleversements politiques sans précédent dans d'autres endroits. Et je pense que tous les Africains devraient comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène, d'où il vient, et qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir d'un tel phénomène. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que certains Africains ne se réveillent pas. Et ce que je vais dire n'est que ma pensée à moi, mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions, pourquoi? Eh bien, en fondant la Confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous nous sommes évertués à construire des montagnes, de grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver qui devrait s'abattre sur nos communautés. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups ou font en sorte que nous, chasseurs de loups, nous ne puissions pas surprendre le loup. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents, ou encore se réchauffer avec nous autour du feu. Telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? Roselin Ouedraogo, l'hiver noir, un hiver sanglant, un hiver meurtrier, c'était le 23 décembre 2025. Est-ce que ce discours-là, il fait écho jusqu'au 26 avril 25 avril 2026, hier, par rapport à ce qui s'est passé à Bamako? Alors, c'est comme si je pouvais dire que c'était un prophète. Parce que quand vous regardez comment ça s'est produit, ça fait froid au dos. C'est inquiétant. Et c'est comme s'il avait déjà vu cette situation venir. Parce que quand on vous décrit un peu, on fait le narratif des événements, des attaques, la coordination. C'est d'une rare violence. C'est d'une extrême rare violence. Et vous voyez qu'il parle de force, il parle d'une violence, il parle de cinglant. Les mots utilisés sont là dans ce que nous avons vu. À l'époque, on avait dit qu'il fait de la fiction, il exagérait. Et là, nous sommes en plein du discours à la réalité. À la réalité. Donc, en vérité, il faudrait que nous prenions très au sérieux chaque phrase, chaque mot. Et pourquoi nous devons prendre très au sérieux? Parce qu'ils sont au cœur de la chose. Ils ont des informations. Ils sont renseignés et ils savent. C'est eux qui sont les premières personnes qui sont visées. Donc souvent quand ils parlent, il nous appartient aussi de pouvoir regarder, analyser et de nous préparer. On peut se poser la question,
Pourquoi est-ce qu'après ce discours, telle chose arrive? Alors, la réponse est dans son discours. Il y a des gens à l'intérieur même de nos pays, à l'intérieur même de nos dispositifs, qui sont les maillons faibles et qui peuvent favoriser ceci. Tout ceci ne peut pas arriver au Mali sans la complicité de Maliens. C'est pour ça, moi, très souvent, quand on emploie les termes impérialistes, on parle de tel, mais voyons d'abord nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes en règle vis-à-vis de nous-mêmes? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes cohérents? Est-ce que nous sommes en bloc serré? Est-ce que nous comprenons même le combat dans lequel nous sommes? Parce que c'est un combat. Et si nous ne comprenons pas la portée, il suffira seulement d'une petite querelle de point de vue, et puis la digue va céder. Et quand la digue cède, alors on laisse l'eau rentrer, et puis voici les dégâts. Pour moi, il faut que nous tirions les leçons. Les leçons doivent être tirées à partir de maintenant. Et que les autres pays, et même avec le Mali, qu'on puisse commencer à renforcer, à voir ce qu'il y a à renforcer. Il ne faudrait pas attendre que ça vienne sur soi. Boukari Niébé, vous qui êtes spécialiste de l'analyse du discours, ce discours du chef de l'État par rapport aux réalités concrètes qui sont maintenant là, visibles depuis hier au Mali. Absolument, Monsieur Dapa. Vous l'avez dit, quand le président a tenu ses propos lors du deuxième sommet des chefs, du collège des chefs d'État de l'AES à Bamako en janvier 2025, 2025, qu'est-ce que nous en avons fait? Quand je dis nous, analystes aussi, population, qu'est-ce que nous en avons fait? Nous en avons peut-être ri, nous en avons jasé autour des grains de thé, dans nos bureaux, et puis on est passé à autre chose. Mais M. Roselin a dit quelque chose qui est important. Le chef de l'État, que ce soit nous ou les autres, ou dans tout autre pays, sont à un niveau de responsabilité qu'ils ont la primaire de l'information que nous n'avons pas. De par le passé, nous avons eu des chefs d'État qui ont peut-être par moment caché ces informations de première main. Mais là, nous avons face à nous des chefs d'État, exclusivement pour ce qui concerne le camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui, à chaque fois qu'il y a ces informations qu'il détient, il les met à la disposition de sa population. Parce que, in fine, c'est la population le bouclier. Mais nous, en retour, est-ce que nous nous en servons pour nous organiser sur le long terme? Pour ne pas que notre colère, notre organisation ait l'effet d'un feu de paille. Juste quelques moments, juste quelques semaines après, et on passe à autre chose. Nous devons nous organiser. Que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina, moi j'ai toujours dit, ce que nous avons entamé là, on n'a même pas pour l'ensemble de ces pays, on n'a pas plus de 4 ans dans la dynamique qui est enclenchée. C'est tellement tôt de croire qu'on est déjà entre griffes arrivé, qu'il faut passer à autre chose ou qu'il faut baisser la garde. Kadhafi, ça fait plus de 40 ans que l'impérialisme a cherché sa peau et a fini par avoir sa peau. On n'a pas de Nicolas Maduro, non? Mais qui pensait que demander à tous ceux qui sont allés au Venezuela, qui savaient que l'impérialisme pouvait aller chercher Maduro, excusez-moi, comme un rat dans un trou, et le déporter, aller le juger à l'extérieur. L'Iran qui est aujourd'hui attaqué, la révolution c'est 1979. Ça fait combien d'années? Ici, nous ne sommes qu'à un état embryonnaire. Mais déjà nous baissons la garde. Parfois c'est des débats presque inutiles qui nous opposent déjà, où vous avez l'impression que les gens se disent mais quelle est ma part dans tout ça? Alors qu'on n'a rien consolidé d'abord. Et là c'est assez regrettable que nous ne nous saisissons pas de ce genre de discours-là pour mieux nous organiser, parce qu'en réalité, et là Thomas Sankara l'avait dit, l'impérialisme est un mauvais élève. Quand vous le chassez, il revient sous une autre forme encore. Et là, quelle que soit la durée que cela prendra, ce qui est enclenché dans l'AES, l'impérialisme ne va pas nous lâcher les baskets pour que nous allions de l'avant. Parce que si ça réussissait dans l'AES, on va donner envie à d'autres pays en Afrique et en dehors de l'Afrique
de vouloir faire exactement ce qui a été enclenché ici. Donc, tout sera mis en œuvre pour que nous échouions. Il nous appartient de nous organiser aussi. Malheureusement, sur ce terrain-là, j'ai parfois l'impression qu'on commence quelque chose qui n'aboutit pas et puis on passe rapidement à une autre chose. Et là, c'est vraiment regrettable. L'hiver noir est déjà là, si on fait la comparaison entre le discours du chef de l'État et ce qui s'est passé au Mali, à l'Inana. Il y a eu le Niger d'abord, il y a quelques mois. Maintenant, le Mali. Est-ce que le Burkina Faso doit prendre toutes ces précautions? Oui, stratégiquement parlant, forcément, le Burkina Faso doit prendre les dispositions nécessaires parce que nous faisons partie de l'AES, de l'espace AES. Et aujourd'hui, si l'impérialisme s'attaque au Mali, ce n'est pas parce que c'est le Mali. Ils savent, comme quelqu'un l'a dit sur le plateau, le Mali quand même est la locomotive ou bien le creuset de la philosophie aésienne. Donc aujourd'hui, après le Mali, après le Niger, forcément le Burkina Faso doit s'attendre. De toute façon, ce qui se passe là, ce n'est pas étranger. Nous l'avons dit à maintes reprises, contrairement à ce que le docteur a dit, les analystes ont joué leur partition. Il appartient à ceux qui doivent former l'opinion nationale, à la masse populaire, de travailler effectivement à dire à ces gens-là qu'au regard de la dynamique dans laquelle nous sommes engagés, forcément nous allons rencontrer des obstacles et pas les moindres. Et ces obstacles-là, ça va aller jusqu'au sacrifice suprême. Et nous l'avons dit à tout moment. Donc il faut que nous travaillions à créer les conditions, les mécanismes nécessaires pour former l'opinion nationale, pour former les masses populaires. Parce qu'en révolution, on a besoin d'hommes et de masses convaincus. On n'a pas besoin de suivistes. C'est une question, c'est un choix, c'est une question de vie ou de mort. Parce que la dynamique enclenchée aujourd'hui, le général français l'a dit, par tous les moyens, même s'il faut dans 10 ans, il faut qu'il revienne au Sahel. Parce que le Sahel aujourd'hui, géostratégiquement parlant, constitue une opportunité à ne pas perdre pour l'Occident et pour l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez de commencer à répondre à la question, c'est la dernière question du sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le chef de l'État, dans son discours, avait donné des solutions. Il avait eu un discours assez imagé. Il a parlé de peau de loup pour se protéger contre le froid, couper du bois pour faire du feu, pour se protéger contre le froid, et faire du feu, gravir les montagnes. C'est un discours très imagé, mais il a donné des solutions. Ce discours imagé-là, Boukari Nebié, spécialiste du discours, si vous devriez le traduire dans un langage beaucoup plus compréhensible, qu'est-ce que vous diriez en tant qu'analyste? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le constat est là. Non, Hervé, je pense que oui, c'est un discours assez métaphorique, vous l'avez dit, mais je pense qu'il y a eu quand même des occasions où on a expliqué un peu. Les gens ont compris. Il y a un danger qui nous guette. Et ce danger-là, sauf si les pays de l'AES décidaient demain de dire ce que nous avons enclenché en termes de lutte pour notre souveraineté totale et entière, mais nous baissons la garde. Si nous le disons, le danger va s'estomper. Or, nous n'allons pas le dire. Et puisque nous n'allons pas le dire, et nous avons en face de nous des adversaires qui, eux, ne peuvent exister que si nous sommes réduits au néant, qu'est-ce qu'il faut faire? Organisons-nous. Là, maintenant, le danger, peut-être qu'on savait, on avait conscience qu'il existait. Là, maintenant, il est là. Il est là, à quelques kilomètres seulement, au Mali, au Niger, je veux dire, pour les événements qui se sont passés. Okay. Il est toujours présent de toutes les manières avec les attaques terroristes. Là, maintenant, avec ce qui s'est passé, cette attaque sans précédent, dans son ampleur, dans son organisation, dans sa simultanéité, qu'est-ce qu'un pays comme le Burkina Faso doit faire dans l'immédiat? Un pays comme le Burkina Faso ne peut que s'organiser et demander à l'ensemble de la population d'être assez vigilante. D'accord, la vigilance. La vigilance. De tout le monde. De tout le monde. Que personne ne pense qu'il y a seulement un corps constitué qui est chargé d'assurer la défense et la sécurité des 274 000 km² là. Chaque Burkinabé, où qu'il se trouve, dans son lieu de service, dans son domicile, chacun doit être une sentinelle pour la protection de notre pays. Parce que ce qui s'est passé au Mali, quelqu'un l'a dit ici,
On ne va pas se cacher la vérité, Hervé. N'eût été aussi des cas de complicité à l'interne, cela n'aurait pas dû se produire à telle ampleur. Au Niger, c'est pareil. Donc au Burkina Faso également, qu'on s'entende à ce que ça arrive si toutefois nous ne faisons pas preuve de vigilance. Vigilance, Roselin. Vigilance. Je dis, première des choses, à court terme, immédiatement, il faut rester vigilant. Il faut déjà s'organiser à tous les niveaux, tous les corridors. C'est très important. À long terme, j'aime dire, quand la pluie vous tape, ne vous battez pas sous la pluie. Il faut faire en sorte pour réduire au maximum à l'intérieur les contradictions minimes. Il faut travailler à ce, quand nous sommes dans une révolution, il faut que les masses populaires comprennent. Il ne faudrait pas que nous ayons des gens qui suivent, qui soient là en train de chanter, mais qui en vérité, le cœur, le chant n'est pas dans le cœur. Il y a des gens en vérité, quand ces choses arrivent, et qui n'ont pas le cœur dedans. Mais en vérité, ils veulent se faire paraître, et ce sont les dangers même de la révolution. Il faut qu'il y ait des gens convaincus. Il y en a dans ce pays, mais peut-être pour quelques raisons ou quelques autres, n'arrivent pas à faire corps et à travailler avec une synergie. Pour moi, ce qui se passe au Mali, il faut que les leçons soient vite tirées et que même à partir de là, il faut qu'on puisse soutenir. La première des choses aussi, il faut soutenir le Mali. Il ne faut pas que le Mali tombe. Si le Mali tombe, nous sommes perméables parce que regardez le Mali, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons l'Algérie, nous sommes encerclés, nous devenons plus fragiles. Donc il faut faire en sorte que le Mali ne tombe pas et il faut déjà à l'intérieur lever un certain nombre de leviers pour que tout le monde soit concerné. On doit taire nos divergences mineures et regarder la patrie Burkina. D'accord. Vous avez parlé de réaction à moyen terme aussi, et sur ce point-là, certainement que cette décision du gouvernement est une justification de ces moyens que le gouvernement se donne pour faire face à d'éventuels événements de nature comme ce qui s'est passé au Mali. 100 000 réservistes vont être bientôt recrutés pour la défense de la nation. Je vous propose d'écouter le ministre de la Défense et de la Guerre.